Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs et merci de votre fidélité, comme on le dit toujours, à ces nouveaux numéros de 60 minutes, édition 2017 qui commence ce mois de janvier 2017 avec un invité de marque. Il s'agit bien de maître José Kadimantoumba. Il est jeune, il est politique, il est avocat et il est du parti En Vol dirigé par Deli Sesanga Ipungu Tchakaseng. José Kadima, il est bien évidemment membre du rassemblement. Ces jeunes qui vont peut-être demain succéder au poids lourd d'aujourd'hui de cette grande plateforme de l'opposition. Avec José Kadima, nous parlerons bien évidemment, vous l'imaginez, de l'accord du centre interdiocésain du 31 décembre 2016 qui vient d'être signé il y a très peu, mais qui déjà est en train de souffrir d'une grosse controverse. Bonsoir José Kadima. Bonsoir Jean-Pierre. L'honneur pour nous d'ouvrir la saison 2007 de notre magazine avec vous. Étant jeune, ça prouve combien les jeunes peuvent aujourd'hui faire la décision dans l'espace politique congolais. Est-ce que vous estimez que les jeunes ont leur part? En un mot, les jeunes ont quand même l'argument à faire prévaloir? Monsieur Jean-Pierre, il faut retenir qu'aujourd'hui nous sommes le 4 janvier 2017. Ce n'est pas un hasard. C'est une date particulière dans l'histoire politique de notre pays. Vous allez vous souvenir qu'en 1959, les jeunes ont été au devant de la scène dans la grande marche qui a conduit à notre indépendance. C'est une particularité aujourd'hui que d'être reçu sur ce plateau pour parler de la jeunesse et particulièrement du tournant décisif dans l'histoire de notre pays. Les jeunes ont effectivement un rôle à jouer dans la République. Les jeunes ont joué ce rôle en 60. Ils l'ont joué à travers toute la Deuxième République pour arriver à la démocratie, et les jeunes aujourd'hui sont au devant de la scène parce qu'il faudrait que l'alternance puisse effectivement avoir lieu dans ce pays. José Kadima, merci de votre éclairage. Je me dis, la question essentielle aujourd'hui de notre politique reste dominée par les accords du centre interdiocésain signés à l'aube même de ce qu'on peut appeler l'année 2017. José Kadima, cet accord-là que vous, rassemblement, vous avez piloté, est en train de souffrir d'une controverse, de lever des boucliers partout. La MP boude, il estime qu'il faudra un troisième dialogue. Pensez-vous pas que ce qui a été fait et à l'Union africaine et chez les catholiques n'était pas en train de trouver des solutions aux questions qui sont posées depuis aujourd'hui 5 ans? Jean-Pierre, il faut retenir ceci. L'accord de la Saint-Sylvestre est une opportunité pour la République, est une chance pour la République. Il a été accueilli chaleureusement par les populations congolaises parce que dans cet accord, pour la première fois, on trouve quand même les grandes tendances significatives de la politique nationale, la majorité présidentielle, le grand rassemblement, les signataires du 18 octobre et les non-signataires ont été réunis autour d'une même table pour y arriver. Je veux venir, vous savez, pour ceux qui parlent des réserves dans cet accord, vous savez que l'accord global inclusif de Sun City en 2003 a été signé par la même majorité sous réserve. Et vous allez vous rappeler cela n'a pas empêché qu'au travers de notre histoire, cet accord puisse jeter les bases de la transition 1+4, des élections en 2006 et 2011, même le socle du pacte républicain qui nous caractérise aujourd'hui. Le fait de parler de réserve est une stratégie habituelle de la majorité parce que signer sous réserve n'est pas une condition suspensive pour que l'accord puisse entrer en sa phase d'exécution. Je veux vous rappeler que en rapport avec les réserves, quand il s'agit d'un accord, il faut identifier les matières pour lesquelles vous émettez les réserves. Ici, à en croire les publications et les déclarations. À ce sujet d'ailleurs, il faut d'abord rappeler l'honorable Kokonyangi qui est devenu ministre entre-temps que l'article 97 de la Constitution lui interdit de faire le copinage entre ses fonctions en tant que ministre
que dans une activité politique où il est membre d'une structure politique. Ça, c'est un rappel que nous faisons. Donc, je disais tout à l'heure... C'est-à-dire que selon vous estimez que l'apparition de Konya Ngui n'avait pas sa raison d'être. En tant que ministre, il doit d'abord se départir de la fonction en tant que ministre et de l'activité politique en tant que chef de file d'une famille politique. Konya Ngui a parlé, Minakou a parlé également en tant que deux ténors de la majorité. Je vais continuer. Les matières sur lesquelles les autres reviennent pour parler de réserve, c'est quoi? Ils parlent de l'inclusivité, ils parlent du Front pour la protection de la Constitution et ils parlent des non-signataires du 18 octobre. Alors, en rapport avec l'inclusivité, il faut retenir d'abord que le MLC et le Front pour la protection de la Constitution sont bel et bien géniteurs de cet accord. Ils ont participé du début à la fin des assises. L'accord est porteur des marques du MLC et pour preuve, l'honorable Alexis Lenga a siégé aux côtés de l'honorable Sessanga dans la commission de rédaction. Ce qui veut dire que les amendements et tout ce qui a consolidé l'accord est quand même porteur du germe et des marques du MLC. L'on ne peut pas, à ce niveau ici, se tenir à la conclusion pour renvoyer un accord dont les prémices ont été validées et préparées par le MLC. Je vais continuer. Je vous interromps, d'autant plus que la question présente que je posais ne concerne pas encore le MLC. On est encore à l'étape de la MP. Que Konya Ngui émet de réserve, il dit effectivement ceci, je le cite, cet accord accroché d'une souris, il nous faut un troisième dialogue. Et là, avant qu'on arrive au MLC, ils estiment aussi que l'inclusivité qui était le socle même de ces deuxième rang pour parler, si elle n'est pas atteinte, c'est-à-dire qu'il y a des choses à redire. Il a raison, parce que si on a quitté l'Union africaine, là où vous n'étiez pas présent, on va chez les catholiques parce qu'on est toujours à la quête de l'inclusivité. Si on ne l'a pas atteint, on doit faire des tests qu'elle soit atteinte. Il faut faire la part de choses. Il faut faire la part de choses. Je veux aller aux sources étymologiques du mot inclusivité. Du verbe latin includere, qui veut dire enfermer. Est-ce que le MLC a été enfermé avec les autres parties prenantes dans les cas des assises pour les discussions? Oui. Est-ce que le MLC a collaboré à la rédaction de cet accord? Oui. Est-ce que le MLC se reconnaît dans cet accord? Oui. À partir de ce moment, parce que la différence qu'il faut faire, c'est de savoir, est-ce qu'une partie qui n'a pas participé à un accord a les mêmes prérogatives que la partie qui a rédigé l'accord? Hassan Siti, en 2003, Etienne Tshisekedi avait signé l'accord global et inclusif. Le fait que le positionnement en tant que vice-premier ministre, vice-président n'a pas été fait, il n'a pas botté en touche sur l'accord, il a continué à supporter cet accord. Ici, et je le dis, l'accord porte les marques du MLC et du Front. Les signataires... Je voudrais continuer. Je voudrais le débat. Je voudrais que nous commencions d'abord par la position de la MP. Exactement. Le MLC, on prendra. La MP a-t-elle tort de dire que cet accord n'inclut pas les valeurs républicaines? A-t-elle tort ou a-t-elle raison? Prenant Konya Ngui, prenant Aubin Minakou et les autres teneurs de la majorité. Non, la majorité a signé l'accord. La majorité a signé l'accord. Elle botte en touche, elle estime que ce n'est pas suffisant, même si elle a signé. Non, mais il y a une bonne frange qui ne se retrouve pas dans l'accord. La majorité a signé l'accord. La frange sur laquelle la majorité veut se baser pour créer le doute, ce sont les amis de l'opposition signataire du 18. Mais comprenez, l'opposition signataire du 18 octobre est dans une sorte de préservation des acquis. C'est quoi ce qu'on appelle les délices de Capoue? Là, il y en a qui sont ministres, il y en a qui sont premiers ministres. C'est très difficile pour eux d'accepter un accord qui vient pratiquement vider ces avantages reçus de l'accord du 18 octobre. Vous comprenez que c'est des questions privées, c'est des questions partisanes. C'est pourquoi nous disons qu'il faut regarder les intérêts de la République. À partir du moment où
les amis, je vois l'opposition qui a signé les 18 octobre se rend compte qu'il y a un nouvel accord qui arrive avec des dispositions particulières qui donnent certains avantages à la gestion consensuelle avec le Rassemblement. C'est tout à fait normal que ces acteurs puissent puiser dans une réserve pour se protéger. Mais c'est une question de protection personnelle, ce n'est pas une question qui est liée à cela. Vous savez, la majorité est dans un comportement, mais qui est régulier depuis longtemps. La majorité dit toujours non à tout, ça vous devez savoir. C'est une sorte de nihilisme à la Nietzsche, où tout ce qui est présenté à la majorité est d'abord dit non. Vous savez, moi j'ai lu un livre sur comment dire non et j'ai comme l'impression que les acteurs au niveau de la majorité l'ont lu. Je vais faire une démonstration, une petite démonstration pour démontrer le comportement groupal des acteurs de la majorité. En 2006, l'UDPS demande qu'un recensement soit fait au niveau de la population pour aller aux élections. Ils disent non. Mais en 2015, ils reviennent avec cette idée avec l'ONU. En 2012, l'UDPS demande un dialogue, ils disent non, ils fabriquent les concertations et ensuite, le dialogue est finalement venu parce qu'à la suite du non, il y a toujours un oui. En 2012, quand l'honorable Sessanga fait un projet de loi pour corriger les mécanismes de tout ce qu'il y avait eu comme dérive pendant les élections, ils disent non, mais ils reviennent avec un projet plus tard. L'histoire de janvier 2015, vous savez comment ça s'est passé. Quand on leur demande de relever l'article 8 alinéa 3, ils disent non, mais finalement, ils arrivent à le faire. Nous avons été porteurs de la grande question sur l'enrôlement de majeurs. Vous allez à la Cour constitutionnelle aujourd'hui, vous allez voir les R10003, nous avons été porteurs. Nous avons saisi la CENI sur cette question. La majorité dit non, on n'enrôle pas les nouveaux majeurs. Mais finalement, la majorité a dit oui. Elle est même porteuse de cette question, comme si la paternité de la démarche lui appartenait. Je vais finir en disant, sur les commissaires spéciaux, la majorité a dit non. Parce qu'on a démontré que c'était anticonstitutionnel. Elle a dit non. Mais finalement, les élections des gouverneurs ont eu lieu. Aujourd'hui, nous avions dit qu'il y aurait un deuxième dialogue. La majorité avait dit non. Elle a même critiqué les prélats catholiques pour dire qu'ils avaient échoué dans leur démarche. Aujourd'hui, le deuxième dialogue a eu lieu avec les conséquences qui sont rejetées par les autres parce que vidons directement les avantages donnés 18. Donc, je disais, le nihilisme à la Nietzsche, c'est pratiquement une négation à tout ce qui est présenté. Donc la majorité, dans sa posture normale, est préparée à dire non à tout. Mais moi, ça m'arrange. Et nous, au niveau du Rassemblement, ça nous arrange. Parce que quand la majorité dit non, finalement, elle arrive à dire oui. Si elle avait dit oui, je serais inquiet. Mais parce que maintenant, cet accord connaît des problèmes et que la majorité dit non. Mais c'est un bon signe, parce qu'elle a toujours dit non. Nous ne sommes pas dans... Au fait, c'est une négation affirmative au niveau de la majorité. Et ça doit être retenu. José Katiba, vous parlez si bien, c'est une négation pour vous affirmative. Ouais. Seulement, la majorité formelle, elle ne recule pas non plus. Elle a été claire dans ses propos d'il y a 48 heures ou moins. Elle a dit exactement ceci. D'aussi longtemps qu'il n'y aura pas un troisième dialogue, cet accord, c'est un mort-né, on n'appliquera jamais. Je ne voudrais pas prendre fait et cause pour la majorité qui estime que le Rassemblement est un peu glouton et veut tout prendre. Et la primature, et le comité de suivi, et les grands portefeuilles de l'État, c'est-à-dire que vous également aussi, vous scrutez ces mêmes avantages que vous récusez par rapport à ceux qui ont signé à l'Union africaine. Vous aussi, vous scrutez les avantages parce que vous les aurez demain, je sais qu'à Dima. N'est-ce pas là aussi votre combat? Si on applique l'accord du 31 décembre, vous aussi, vous serez ministre, vice-ministre. C'est aussi les avantages que vous allez gagner. Non, ce qu'il faut dire, c'est ceci. D'ailleurs, c'est amusant. C'est amusant de savoir qu'aujourd'hui, on parle d'un troisième dialogue. Vous savez, quand nous avons attaqué l'accord de Grand Tchatché, au niveau de la majorité, on disait qu'il n'y aura jamais de deuxième dialogue. C'était une ouverture qui était prévue dans le cadre de l'article 24. Mais aujourd'hui, si on parle du troisième dialogue, c'est-à-dire qu'il y a eu un deuxième. Ce qui veut dire que la substance de l'accord du 18 octobre a été vidée complètement. Aujourd'hui, les grandes tendances politiques ont été réunies autour de la table et c'est ici les lieux de saluer la grandeur d'âme du président Moïse Katumbi, qui n'a pas fait de son cas personnel un motif de blocage, qui a laissé faire cet accord de telle sorte que les questions privées ne puissent pas l'emporter. Et le fait que Vital Kamerhe signe cet accord en prenant à contre-pied les amis du 18 octobre est révélateur de quelque chose. Et dans cet accord, nous avons obtenu effectivement que
M. Joseph Kabila ne puisse pas postuler pour un troisième mandat. Voilà la signification de cet accord qui met quand même en difficulté des questions qui relèvent des appréhensions privées et personnelles. C'est une avancée. Elle est significative. Je vous interromps. Alors, ça a été autant pour l'Union africaine et le chef d'État s'est engagé de ne pas être candidat en 2017. Cela n'était pas explicité dans le cadre ça a été dit tout de même de l'accord. Mais vous savez, entre le dire et le faire, il y a un grand pas. Un grand pas. Vous savez, aujourd'hui, ce qui gêne au niveau de la majorité, c'est que la majorité ne veut pas. Elle vit dans une fuite de la réalité, de la vie réelle, pour se cacher dans un paradis imaginaire. Il faut affronter les réalités, et les réalités, c'est l'accord que nous avons signé le 31 décembre, et cet accord, c'est le pont qui est jeté pour aller vers l'alternance et pour aller vers les élections. Moi, je suis candidat, je voudrais aller vite aux élections et je n'ai pas besoin de tout ce qui est organisé en termes de manœuvres pour nous faire traîner. C'est très important. Je sais que vous êtes candidat, vous voulez vite aller aux élections, vous voulez que l'accord soit appliqué le plus rapidement possible, mais il y a un bémol qui demeure, il va une pesanteur, je dis Kadima. Vous dites que c'est le 31 décembre, mais l'applicabilité effective, c'est au mois de mars. On bouffe encore 2-3 mois, c'est-à-dire que 2017, il n'y aura pas d'élection, et c'est vous qui les cautionnez. Et l'opinion pourra vous rappeler ça demain, parce qu'on veut qu'en décembre, il y ait élection, mais quand on bouffe 3 mois, c'est-à-dire qu'on va aller, comme un peu l'a dit au départ, en 2018. Non, mais exactement. Heureusement que vous évoquez la question. Vous savez, la stratégie des amis qui sont en train de déclarer contre l'accord, leur stratégie c'est laquelle? C'est de tirer en longueur. Ils veulent tirer en longueur parce qu'ils se disent que nous sommes dans une session extraordinaire au niveau du Parlement. Alors, il faut faire de la surenchère politique pour ne pas obtenir le nouveau gouvernement issu du 31 décembre dans le cadre de cette session et prendre deux mois en attendant la session de mars. Et ça, c'est une stratégie qui est montée par la majorité qui voudrait quand même traîner et jouir des délices de la situation actuelle. Et ça, ce n'est pas le rassemblement qui le fait. Ça, c'est au niveau du gouvernement. Et je vous vois venir quand vous parlez des élections et tout ça. Vous savez, l'histoire récente nous enseigne beaucoup. Vous savez, au niveau de Sun City, la transition était prévue pour 2 ans. Oui. Et vous allez vous rappeler, le 30 juin 2005, le fameux « Tout s'arrête », lancé par Etienne Tshisekedi. Et dans le cas de cet accord, le fait qu'on prévoit que si, dans le cadre du processus électoral, il faut qu'il y ait une unanimité entre la CENI, le Conseil national du suivi et le gouvernement pour faire une évaluation à mi-chemin, il y en a qui soulèvent la voix, qui lève la voix pour dire que cela est une tentative ou une dérive vers un glissement dans un accord sérieux. Dans un accord sérieux, il faut toujours prévoir de faire une évaluation. Cela a été le cas dans le corps global inclusif de Sun City. Cet accord qui a scellé notre pacte républicain, il faut le prévoir. Cela est prévu également dans le cadre de cet accord présent. Cela ne fait aucun problème. Je reviens sur le MLC, parce que c'est très important que ça soit dit. Parce que je suivais quand même Maman Eve dans une déclaration hier. Il y a quand même... Ça, il est prévu tout un chapitre là-dessus. On va y revenir quand on parlera de parce que j'ai l'idée, elle risque... Non, moi je voulais constater un peu sur le mois de mars, mois au cours duquel on est censé commencer à appliquer les acquis de l'accord du centenaire de Césaire. Ne pensons pas qu'il y ait aussi des accélérats du mois de mars, on va bouffer 2 mois, c'est-à-dire qu'en décembre 2017, il n'y aura pas d'élection. Ça, il faut dire ça à l'opinion pour que demain vous ne soyez pas pris en porte-à-faux. Non, nous avons le temps. Aujourd'hui, nous sommes au 4. Jusqu'au 15, dans le cadre de cette session extraordinaire, il est possible que le gouvernement soit mis en place. Pourquoi vous parlez du mois de mars? Ce qui a été dit. Non, mais pourquoi vous parlez du mois de mars? Parce que dit que les accords seront d'application effective au mois de mars 2017. C'était dit quand on clôturait les assises de la Senco. Même alors. Et vous l'avez cautionné. C'est là même aussi cette levée des boucliers d'une frange de société civile et de l'opposition. Non. Même alors. C'est la CENI qui organise les élections et cette CENI, maintenant, elle est surveillée. Elle est suivie. Et cette CENI ne peut pas se départir de cette obligation qui est celle d'avoir un calendrier réaliste avec les moyens mis à sa disposition jusqu'en décembre 2017. pour que les élections puissent se tenir dans le cadre de l'accord
du 31 octobre. S'il y a manœuvre, les manœuvres, il faut les voir dans le chef de ceux qui sont en train de créer des situations de doute. Mais ces situations de doute ne peuvent pas l'emporter sur la volonté de tout un peuple qui a trouvé sa part dans cet accord qui a été signé le 31 décembre 2000. Aujourd'hui, vous estimez que l'accord du centre interdiocésain aura battu en brèche la Constitution, qu'il devient le document essentiel et il met en mal la Constitution. Vous estimez ça comme ça, ou bien la Constitution a toujours sa part de vérité dans la marche du pays aujourd'hui? Qui doit-on privilégier, l'accord des prélats catholiques ou la Constitution? Il n'y a pas de débat à ce sujet. La Constitution, c'est le socle de notre vie en tant que peuple, en tant que république. Parce que vous la brandissez de moins en moins, maintenant c'est l'accord qui prend le devant. Non, la Constitution, c'est le socle de la République. Nous avions dit au rassemblement qu'au-delà du 20 décembre 2016, nous allons aller dans le cadre d'un régime spécial. Nous avons entendu beaucoup de critiques sur cet effet. Mais aujourd'hui, le fait que à gauche et à droite, les gens veulent prendre la direction du comité national de suivi de l'accord, qui est quand même un comité spécial, c'est-à-dire dans une certaine mesure, nous sommes rejoints. Je veux parler du MLC, je reviens toujours à la question, parce que dans la déclaration que j'ai suivie de Maman Ève hier, j'ai entendu dire qu'il faudrait un arbitre pour contrôler le processus électoral, parce que le rassemblement ne peut pas être jugé parti. Mais sur cette question, il faut revenir à l'histoire. Moi, j'aime bien l'histoire. En 2011, à la CENI, le MLC avait un délégué au niveau de la CENI. À ce niveau-là, un contrôle était attendu. L'opinion a toujours attendu de savoir ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. On ne l'a jamais su. C'est très important que cette histoire qui nous enseigne et qui nous demande de jeter les bases pour l'avenir, soit toujours à notre rescousse pour que nous puissions faire la meilleure analyse par rapport à l'avenir. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est que sur la question purement technique du processus électoral, il fallait qu'il y ait un accord pour négocier la gestion après le 20 décembre. C'est ce qui est en train d'être fait. Après, les questions de positionnement personnel ne peuvent pas l'emporter dans la vie de la République, parce que la République doit être au-delà des inclinations qui sont privées et partisanes. Aujourd'hui, Kadima, il y a encore une autre question importante qui dérange l'opinion, qui taraude même les esprits de beaucoup de gens qui ont suivi les pourparlers jusqu'à leur fin. Ouais. Estimez-vous que vous, Rassemblement, vous Envol, vous UDPS, vous qui êtes du côté d'Étienne Tshisekedi, vous avez des garanties sérieuses pour que cet accord soit respecté à la lettre, d'autant plus que jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État en place et de la majorité présidentielle, il peut se passer des choses. Et en des termes moins ambigus, vous avez des garanties sérieuses pour que cet accord ne souffre d'aucune contestation et d'une applicabilité sans faille. Quelles sont-elles, ces garanties-là? Non, mais écoutez, cet accord a été porté par la majorité de la population, les grandes forces politiques en présence. Le fait... Parmi les grandes forces, il y a la MP qui boude, je le répète, José Kadima. Je vous ai dit, ça pose un problème de garantie. Je vous ai fait une démonstration ici. Qu'elle finira par dire oui. La négation affirmative de la majorité est connue. Et je vous ai fait la démonstration. Je peux continuer à faire la démonstration à ce sujet-là. Ne vous en faites pas. C'est la théorie de la belle dame. La belle dame, généralement, elle commence par dire non, et puis enfin, tout ça. Il semble même que un chanteur congolais, Koffi Olomide, a chanté dans le même sens, en disant Salane Tchozoboya, Bongosima, Pesa, quelque chose comme ça, Ondima, quelque chose comme ça. Ça veut simplement dire que la majorité a bien appris la leçon. Elle commence toujours par un non, et c'est tout à fait normal. C'est de la surenchère politique. Elle tire les choses en longueur pour grignoter sur les 2 mois et amener pratiquement la mise en place de cet accord au niveau du mois de mars, lors de la session parlementaire de mars. C'est une stratégie. Mais nous, à notre niveau, parce que cet accord est quand même porté par tout un peuple, c'est-à-dire que l'alternance est une finalité attendue par la majorité du peuple congolais, nous ne pouvons pas accepter, à quelques conditions que ce soit, pour que cela ne puisse pas se faire
d'ici le mois de décembre 2017. Et alors, dis-moi, pour vous, vous estimez que l'applicabilité, là, et alors, il y a un autre combat qui est ouvert entre vous et la majorité, d'autant plus que ils soutiennent, ce sera le mois de mars. Comment comptez-vous, vous, Rassemblement, contourner cette donne? Vous estimez que l'accord sera appliqué avant le mois de mars ou le sera au mois de mars, comme le disent nos amis de la majorité présidentielle? Non, parce que là, ils sont encore formels. Je ne sais pas quel mécanisme mettrez-vous en place pour que l'accord signé au 30 décembre 2016 soit appliqué avant le mois de mars. Dans le cadre de cet accord, il y a deux choses qui peuvent être faites avant que le gouvernement ne soit investi au niveau du Parlement. Hein? Les prérogatives qui sont données et les obligations qui sont assignées à la CENI dans le cadre de la nouvelle configuration peuvent connaître leur avancée de manière normale. En attendant, peut-être qu'au mois de mars, lors de la session de mars, que le gouvernement soit présenté au niveau du Parlement. Il ne faudrait pas coincer toute la machine de la République à la seule investiture au niveau, parce que la CENI qui est déjà là, elle est dans un programme. La CENI est une mécanique, elle a un programme, il y a un déploiement qui est déjà en train d'être fait sur terrain, il faut que ce déploiement continue. Mais maintenant, simplement dans le cadre de l'accord du 31 décembre, cette CENI ne va pas continuer à œuvrer comme l'appendice de la majorité au pouvoir comme à l'époque. Elle est suivie au pas et cela va démontrer la différence dans son comportement à partir de ce moment. Mais comme vous ne parlez pas de manière assez précise des garanties auxquelles j'ai fait allusion ici, quelles sont ces garanties? Avez-vous des garde-fous s'il faut aller au-delà des garanties pour que cet accord ne souffre pas? D'autant plus que vous ne disposez pas des mécanismes essentiels au niveau du pouvoir public pour surveiller cet accord. On attend encore son applicabilité, mais la majorité a signé sous réserve, vous avez signé sans réserve et vous estimez que c'est déjà gagné, tout va rouler comme dans des roulettes. La plus grande garantie pour le rassemblement, ça a toujours été le peuple. Nous avions dit qu'il y aura un deuxième dialogue. La majorité avait pensé que ce dialogue n'aurait pas eu lieu. Ce dialogue a eu lieu parce qu'il y a la pression populaire et c'est le peuple qui est la finalité de l'exercice politique. C'est le peuple qui sera toujours l'arbitre en tout état de cause. Sachez que ce qui devait avoir lieu au 20 décembre 2016 et qui n'a pas eu lieu parce que le peuple a suivi l'avancée normale des négociations directes au niveau de la CENI n'est pas postposé. C'est une posture d'attente au niveau du peuple pour voir comment l'évolution de la situation se fait. À ce jour ici, je sais que les acteurs sérieux au niveau de la République, parce que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi nous sommes là. Pourquoi les acteurs politiques sont là en ce moment? Ici, je fais référence à l'œuvre de Martin Heidegger, L'être et le temps. Je suis être politique et dans ce temps ici, qu'est-ce que je fais là? Un être politique en ce temps en République démocratique du Congo devrait savoir que la nécessité pour la continuité du combat démocratique, c'est l'alternance. À partir du moment où on sort de cette posture pour privilégier les intérêts particuliers et partisans, le peuple est là, il regarde. Soyez sûrs qu'aujourd'hui, les acteurs politiques, que ce soit au niveau du rassemblement, que ce soit au niveau de la majorité présidentielle, à tous les niveaux, sont regardés par le peuple. Et si dans notre engagement politique, nous ne sommes pas sérieux pour donner à la République sa consistance et sa pérennité, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous payons. Et à ce niveau-là, la seule garantie et la seule arme, l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de chaque acteur politique, c'est le peuple. Il regarde et il est prêt à pouvoir intervenir à tout moment. Alors, vous, au niveau du rassemblement, ce sera quoi la suite s'il faudra mettre en application l'accord de centres intérêts de ces... Vous n'estimez pas qu'au niveau du rassemblement, il y aura encore une autre bataille des positionnements? Chacun voudra être, oui, il faut parier, chacun voudra être ministre, chacun voudra être vice-premier ministre. Déjà, au niveau de la primature, il se pose un sérieux problème entre le Tshisekedi, Freddy Matungulu, Délice Sangha. Je ne sais pas qui va vous départager. Toujours lui-même, le leader maximum de l'UDPS, ou bien il y a des mécanismes prévus pour qu'au niveau du rassemblement, il y ait un cheval qui vaut la peine. Vous savez, j'aime bien la théorie des jeux. J'aime bien la théorie de jeu. Je considère que pour la République, il faut qu'on joue, pour des gains collectifs. Qu'on puisse mettre en place ce qu'on appelle le gagnant-gagnant. Parce que vous savez, pour nous qui jouons souvent entre les jeux de dames où tous les pions sont consommés
les jeux d'échecs où la reine est protégée pour faire échec aux autres, il faut privilégier, moi j'aime privilégier le puzzle. Et j'aime privilégier les jeux de Scrabble. Au moins là, vous êtes sûr que toutes les pièces du jeu viennent participer à l'ensemble, à l'image qui est donnée. Voilà, l'appréhension que nous avons du jeu politique, c'est de savoir que la République peut être au-dessus de nous, les meilleurs d'entre nous, pas parce qu'il est plus que nous, mais parce qu'il va nous servir. Et au niveau du rassemblement, soyez rassurés que cette question ne va poser aucun problème. Elle va se traiter dans la quiétude. La discipline que le rassemblement a démontrée jusqu'ici sera la même quand il s'agira des questions liées aux personnes. Mais soyez rassurés qu'aucun problème ne se pose à ce niveau-là. Alors, à votre niveau également, vous de l'envol, il faut qu'on se le dise, José Kadima, est-ce que le président de l'envol, Sessanga, est-il prématurable aujourd'hui? Il faut le dire dans ce sens-là. Est-il prématurable? J'insiste. Bon, vous savez, je suis président de la Ligue de jeunes du parti de l'envol. Je travaille avec l'honorable Sessanga depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est cabré sur les principes et sur les valeurs. Je ne voudrais pas parler de lui-même. Je sais qu'en posant cette question, vous avez eu une partie de la réponse. Je ne voudrais pas rester dans les considérations privées et individuelles, mais l'honorable Sessanga aujourd'hui a démontré des qualités énormes, extraordinaires, pour pouvoir prétendre à une responsabilité politique de grande envergure. Moi, je ne peux pas lui refuser cette ambition au niveau de notre parti. Nous ne pouvons pas lui refuser cela. Je crois qu'il a les épaules pour porter une charge pour la République. Vous êtes au sein du rassemblement, des grosses pointures, il faut le dire, on ne va pas s'en cacher. Il y a le G7, il y a le parti de Sanga Bonganga, il y a l'UDPS, il y a Envol, et toutes les grosses pointures qu'on est dans le bloc. Il n'est pas possible que vous êtes mis dans une boîte à crabes et que demain, ça peut exploser quasiment. Je le dis pourquoi. Vous le savez très bien ce qui s'est passé dans certains partis de ces pays où il y avait des grosses pointures, ça a fini par imploser. Est-ce que le vieux aujourd'hui, parlant de Tshisekedi, le parrain du rassemblement, a les coudées franches pour décider de ce que sera l'avenir du rassemblement? Le rassemblement a une vie au-delà de 6 mois maintenant. Le rassemblement n'a pas été donné de faire long feu au-delà de 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 6 mois. C'est cette réponse que je donne pour vous dire que les grandes questions importantes qui sont républicaines, liées à l'avancement ou à notre responsabilité historique en ce moment, seront résolues et de très bonne manière. Je vous donne rendez-vous d'ici là et vous allez vous rendre effectivement compte que ces questions ont déjà trouvé solution. On attend que leur applicabilité. On vous accuse un peu d'une gloutonnerie maladive, la primature, vous, le comité de suivi, vous. Est-ce qu'aujourd'hui, le rassemblement peut jouer un jeu de la conciliation? Il y a cette possibilité pour rassembler tous ceux qui sont mécontents, bien sûr de l'opposition, pour que vous parlez d'un même langage demain. Vous avez cette possibilité de concilier les vues? Mais bien sûr, le rassemblement a été toujours ouvert. Quand vous parlez de ceux qui sont déçus, vous faites référence à qui particulièrement? Je ne vois pas, parce que le rassemblement est dans sa posture normale. Nous avions dit à la suite de l'accord du 18 octobre qu'il y avait une bipolarité politique dans notre pays, qu'il y avait d'un côté la majorité élargie aux signataires de l'accord de Kanchadji face au rassemblement. C'est cette bipolarité qui est consacrée à ce jour. Il faudrait maintenant que les conséquences soient tirées au niveau des grandes options politiques qui ont été définies dans cette bipolarité. Pensez-vous aujourd'hui qu'il y a une sorte de conflit entre le MLC de Jean-Pierre Bemba et le rassemblement, ou bien ce n'est que des problèmes internes qui pourront se gérer dans la famille de l'opposition? Il y a un conflit? Non, je veux dire ceci. Nelson Mandela disait ceci: les compromis sont indispensables pour gérer un pays. Mais on ne fait des compromis qu'avec des ennemis. On ne fait pas des compromis avec les amis. Nous avons estimé jusqu'à un moment, et même jusqu'à maintenant, nous continuons à estimer que notre combat est le même avec le combat du MLC. C'est le respect de la Constitution, c'est qu'il faut arriver à l'alternance politique dans ce pays. Mais bon,
nous ne comprenons pas, et nous sommes sûrs que cela va se décanter très rapidement, parce que le MLC, qui a posé des conditions avant de rejoindre les négociations directes, je pense que pourra comprendre l'intérêt de la République en cette période charnière entre le second et dernier mandat du président Kabila et l'alternance attendue. Le MLC a un rôle politique historique à jouer dans ce pays. Je pense que le MLC, qui a connu beaucoup de problèmes dans son parcours historique, il faut, pour ceux qui font de l'histoire politique, à retenir que le MLC est quand même le parti sur les 10 dernières années qui a connu beaucoup de départs. Si le MLC est pris en tant que parti, il a produit pas moins de 20 partis politiques. Et cela, c'est quelque chose qu'il faudrait quand même relever pour l'histoire. Et ce patrimoine qui est quand même politique dans notre pays a intérêt à bien faire l'analyse de l'histoire, et il ne faudrait pas procéder par tâtonnement. Je me dis, quel gagne le rassemblement en travaillant sans le MLC ou le Front pour la Constitution? Et que perd le rassemblement si le MLC n'est pas présent en très peu de mots? Estimez-vous qu'il est important aujourd'hui d'avoir le MLC avec soi ou en dehors des institutions? Le MLC a été une opportunité pour ce pays, et dans le cadre de cet accord politique, le MLC a son rôle à jouer. Je vous ai dit d'entrée de jeu que cet accord, c'est l'accord du MLC. Cet accord porte les germes du MLC. Si on fait les tests ADN aujourd'hui sur cet accord, on va trouver l'ascendance génétique du MLC. Il ne l'a pas récusé. C'est l'accord. Il ne l'a pas récusé. C'est l'accord. Seulement, il y a des choses arrivées en interne. Le MLC a participé du début jusqu'à la fin, même à la commission des rédactions. C'est l'accord du MLC. Le vœu ici, c'est que les pères de l'Église, les prélats catholiques, puissent continuer dans la démarche à discuter avec le MLC de telle sorte que l'intérêt supérieur de la nation puisse l'emporter sur des questions qui relèvent de nous, mais qui sont des questions qui coincent la République dans sa marche vers l'alternance. Et parlons de vous, alors José Kadima, vous êtes jeune au sein de l'Envol, au sein du rassemblement. Pensez-vous que demain, vous avez votre part de gâteau quand je dirais pas les barons du rassemblement, je dis bien les grosses peintures, c'est les termes qui passent, commenceront à émietter le gâteau? Je sais qu'Adima s'est retrouvé. Non, je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. L'ambition personnelle pour le moment, c'est d'aller vite aux élections. Pour moi, je suis candidat sur Moamba à Kinshasa. Je voudrais que le train soit effectivement lancé dans le cadre du processus électoral pour que les opérations d'enrôlement puissent arriver sur Kinshasa et que nous puissions démontrer à l'opinion que nous avons les épaules nécessaires pour représenter Moamba au niveau du Parlement. Voilà l'ambition personnelle à ce niveau-là. Et quant au reste, nous savons que le pays va se gérer normalement, parce que à partir du moment où le rassemblement prend place à bord de ce bateau, nous sommes sûrs que le contrôle nécessaire et les caprices individualisés vont laisser place à la rectitude pour la marche de la République. Aujourd'hui, on est en train de chuter tout de même pour ces numéros des 60 minutes. Pensez-vous qu'aujourd'hui, et tous ceux qui n'ont pas signé, principalement ceux qui ont été à l'Union africaine, vous les minimisez, ils ne représentent rien, qu'ils viennent ou pas, la chose va continuer sans eux, et que pensez-vous qu'ils ne peuvent pas faire bloquer la machine? Là, je pense à Jean-Lucien Boussa, à José Makila, à Willy Michiki, à Bitakwira, à Kokoniangi et aux autres. Pensez-vous que même si eux ne venaient pas, les choses ne seront pas bloquées? Nous ne sommes pas prétentieux. Ce n'est pas ici le lieu de pouvoir estimer que le rassemblement serait en train de renvoyer tous les autres aux oubliettes. Non. Les noms que vous citez, c'est des références dans cette lutte. Je connais la qualité de l'honorable Jean-Lucien Boussa et tous les autres que vous avez cités. Il est important que leur signature soit apposée sur ce document. Et d'ailleurs, hier, j'ai appris que le ministre Steve Mbikai vient d'apposer sa signature, et nous avons foi que tous les autres acteurs vont continuer dans cette démarche. Ce n'est pas pour leur propre bien, parce que
Nous devons arriver maintenant à comprendre que la République est une bannière qui nous couvre. La République est notre finalité, c'est la nécessité de notre vie. Il faudrait qu'au-delà des caprices individuels, au-delà des avantages qui nous concernent personnellement, nous puissions donner priorité à cette République, parce qu'en ce moment où nous parlons, il y a quand même les familles, il y a quand même des jeunes gens, des enfants qui ne vont pas à l'école, il y a les conditions sociales qui sont difficiles dans ce pays, il y a des ponts qui sont coupés dans le Congo profond, il y a des choses qui demandent effectivement que les acteurs politiques comprennent que l'intérêt de la République est au-dessus de toute chose. Et quand on est dans cette posture, quand on a ces tableaux peints de cette façon, on s'oublie soi-même de telle sorte que seule la République puisse être la finalité de l'action politique. On vous accuse, vous, du rassemblement, vous de l'opposition radicale, l'aile dure de l'opposition, de ne pas avoir des programmes. Vous combattez, vous revendiquez, mais en des termes clairs et précis, le rassemblement, l'UDPS, l'envol, il n'y a aucun programme que vous présentez. Si demain aux affaires, vous allez commencer par quoi? Je vais parler de mon parti. Je me rends compte que vous avez beaucoup attaqué le rassemblement. Je parle de mon parti. Nous sommes du parti... Je n'ai pas attaqué, je pose des questions que le peuple se pose. Je veux vous dire, moi j'appartiens à l'envol, le parti de proposition. Donc quand on dit de nous que nous n'avons pas de programme, c'est mal nous connaître. L'honorable Sesanga n'a pas de preuves à faire en cette matière-là. Les propositions, nous les avons. Le programme de gouvernance est disponible et au moment opportun, le rassemblement pourra démontrer évidemment que ce ne sont que des attaques mal orientées, mais pour distraire l'opinion. Le programme, il est bel et bien là, et il est social, il est démocratique, et vous allez vous rendre compte de cela. José Kadima, François Fillon est candidat, il le sera peut-être en France. Ouais. Déjà, il y a 6 mois, on savait par où il commencerait une fois prendre la France. Nous sommes dans une année électorale, il faut suivre l'accord du centenaire de Césaire. Ouais. Déjà, il faut dire aux gens, parce que 11 mois, c'est très peu, José Kadima. Je me répète, une fois aux affaires, vous envol. J'essaie un peu de singulariser la chose. Ouais. Vous l'envol, vous commencez par quoi? Le pays, vous dites, il est dans le chaos. Rien ne marche. L'appareil a été pratiquement dégradé. Si aujourd'hui, une fois aux affaires, vous commencez par quoi? Commençons par les vertus de la République. Les vertus, il n'y a pas de république sans respect de loi, sans respect de texte. La République, c'est la constellation de nos énergies séparées. Nous sommes la République parce que nous avons abandonné nos libertés individuelles pour les conférer à une essence stable qui nous concerne tous. Nous, au niveau de l'envol, parce que nous sommes un parti libéral, ce sont ces valeurs qui nous concernent. Il faut donner priorité à l'avantage individuel, il faut donner priorité au social de la population, et sur ce plan, vous pouvez être assuré que l'envol est bien déjà en avance par rapport à des questions qui concernent l'évolution du monde, mais des questions particulières sur chacun des domaines. Et en parlant du rassemblement, ces questions ont été à l'étude, elles ont déjà leur contenu très apprêté au moment opportun, parce que nous parlons de l'accord aujourd'hui, et au moment opportun, vous saurez son contenu et vous vous rendrez compte qu'effectivement, c'est de la campagne qui est orchestrée dans le sens de déstabiliser une certaine opinion acquise au rassemblement, mais le rassemblement, c'est une grosse machine. Nous comprenons pourquoi elle fait peur, mais cette machine, elle est lancée. C'est pourquoi l'alternance qui est attendue se passera avec le rassemblement. Simplement une grosse machine qui n'a pas pu sauver un de ses ténors ou bien un de ses grands alliés, qui est Franck Diongo, qui a écopé de 5 ans de prison. Vous n'avez pas pu le sauver, il va en prison, il vous laisse, vous allez gérer seul. Pensez-vous que Diongo aura été la victime expiatoire du combat de l'opposition? C'est ici le lieu de dire notre soutien indéfectible à l'honorable Franck Diongo. Son cas est traité dans le cadre de la commission de décrispation, parce qu'il faut signaler ici qu'il y a les travaux qui continuent pour les arrangements particuliers. Cette question est mise à l'œuvre et l'honorable Franck Diongo pourra être parmi nous incessamment, parce que toutes ces questions qui ont une connotation politique sont en train d'être gérées dans ce cadre-là. Donc, moi je suis avocat et je ne sais pas me lancer dans les débats par rapport
verdict, sentences qui sont rendues par les cours et tribunaux. Vous comprenez pourquoi. Mais sur le plan politique, c'est une question qui est purement politique. Et dans le cadre de cet accord, les arrangements particuliers continuent et la décrispation va concerner effectivement le cas de l'honorable Franck Yoma. Nous revenons qui est, il faut le souligner, le vice-président de l'AR qui est conduite par l'honorable Delis Sessamba. Et vous n'estimez pas qu'il a été victime expiatoire, un sacrifié, ou bien c'est un accident de parcours politique? Non, ça n'a rien à voir. Donc, j'ai donné le contenu de ce qui est en train d'être fait dans le cadre de cet accord et je crois qu'il faut s'en tenir à cela. Nous revenons à la question essentielle de l'émission, José Kadima. L'accord du 31 décembre, quel est son avenir après la semaine qui va finir bientôt et quand va entamer la deuxième semaine des festivités? Quel est l'avenir de l'accord du centre interdiocésain? L'accord a un bel avenir. L'accord a des beaux jours devant lui parce qu'il est porté par l'ensemble de la population. Quand vous voyez les soutiens qui tombent tous les jours pour l'accord, vous vous rendez effectivement compte que la majeure partie de la population, parce qu'il faut le reconnaître, que le rassemblement est porteur des espoirs d'une grande partie de la population, à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Il faudrait lui donner l'opportunité de pouvoir aller de l'avant. Cet accord est porté par les grandes sensibilités politiques dans le pays. Il faut parler de Moïse Katumbi, il faut parler de la majorité au pouvoir, du rassemblement, de la société civile. Alors, s'il y a ça et là, 2 ou 3, 4 qui sont libres dans le cadre du processus démocratique de donner leur point de vue, cela ne peut pas vider l'accord de son essor essentiel pour penser qu'il ne peut pas aller de l'avant. Donc, retenez que l'accord va faire son chemin, il sera d'application dans sa totalité, et c'est un outil important qui va nous amener vers les élections et vers l'alternance attendue, parce que le président Kabila, qui a vidé son second et dernier mandat, nous conduit dans une certaine mesure au niveau d'une page importante de notre histoire, et cette page, nous l'attendons, nous, jeunes dans ce pays, nous voulons voir de nos yeux. Les autres jeunes en 60 ont touché à l'indépendance. D'autres, pendant la Deuxième République, ont touché à la démocratie, et nous, de notre temps, nous voudrons toucher aussi à l'alternance. Et nous sommes là, et ce moment n'est plus loin. Il est en face de nous, c'est au mois de décembre, et nous travaillons à ça. Nous sommes en train de retrousser les manches de telle sorte que ce moment arrive et que nous puissions le sentir avec nous. On va clôturer par ici, Maître José Kadima. Pour conclure, l'opinion doit retenir qu'il n'y aura pas un troisième dialogue. Selon le rassemblement, bien sûr. Mais exactement, il n'y aura pas de troisième dialogue. Le dialogue, ici, c'est le dernier. Parce que si certains amis signataires de l'accord du 18 octobre estiment que jusque-là, ils n'ont pas à poser leur signature sur cet accord, c'est une question à traiter avec les prélats catholiques qui restent ouverts. Parce que Mbikaï l'a fait hier, les autres peuvent continuer à faire. Mais c'est une stratégie. Parce qu'entre-temps, comme vous savez, la surenchère politique, c'est une occasion pour certains de négocier un positionnement dans les cas de l'équilibre qui va s'effectuer à la suite de cet accord. Vous voyez, c'est de la surenchère. Donc, qu'est-ce que je deviens avec l'accord? J'étais déjà ministre dans l'accord du 18 octobre. Qu'est-ce que je deviens dans l'accord du 31 décembre? C'est une stratégie de négociation. Il faut tirer un peu les choses en longueur, obtenir les garanties politiques. C'est à cela. Mais, je le dis tout à l'heure, c'est des questions qui sont relatives aux inclinations personnelles. Ces questions ne concernent pas la République. La République a trouvé son compte dans la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Maintenant, les individus veulent trouver aussi leur compte. Et cela ne peut pas l'emporter sur l'essence et la pérennité de la République. Monsieur Kadima, nous vous disons merci de votre présence, de votre disponibilité, de vos réponses. Pensez-vous que la République a gagné aujourd'hui et que des lendemains meilleurs sont assurés? La République a gagné parce que les grandes sensibilités se sont réunies, ont trouvé le chemin pour l'avenir, mais c'est ici aussi les lieux
de dire que la population reste vigilante parce que l'accord doit connaître son application effective. L'alternance doit avoir lieu et les élections doivent avoir lieu dans le délai qui est prévu dans cet accord. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous pour votre attention à ce numéro de Face à Face. Nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous très prochainement pour un autre numéro de 60 minutes fidèle à nos programmes. Bonne soirée et à la prochaine.